Bonjour, bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Alors si vous appréciez ce podcast, sachez que je suis là pour vous accompagner dans un esprit de prévention et de renforcement de votre santé, en complémentarité de vos éventuels traitements médicaux. Prévention en fonction de vos facteurs de risque individuels et familiaux, tels que le risque cardiovasculaire, le risque de prise de poids ou le risque allergique par exemple. Et renforcement, afin de bien gérer les différents défis auxquels la vie et le monde dans lequel nous vivons nous confrontent en permanence. Le manque de motivation, le stress, la perte de sens au travail, l'éco-anxiété ou même la baisse de la vue. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez parler de tout ça. Je suis à votre écoute et nous trouverons ensemble la meilleure manière de vous accompagner en visio ou en présentiel. Et j'utilise différents outils tels que la naturopathie, la réflexologie plantaire ou l'énergétique. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Romain Ruth, qui est PDG de l'entreprise de produits de bien-être et de cosmétiques bio Floram. Floram est basé à Saint-Rémy-de-Provence, donc j'espère que cet épisode vous donnera un avant-goût de vacances dans le sud. Même si j'utilise personnellement certains de leurs produits, je ne souhaitais pas particulièrement faire la promotion de l'entreprise, mais en savoir plus sur leurs secrets de fabrication, les certifications bio et les difficultés que peuvent rencontrer ce type de société pour exister face aux géants de l'industrie, qui se soucient parfois assez peu de l'environnement et de la santé de leurs clients. Et je précise également que je ne suis pas sponsorisé par Floram pour faire cet épisode. Salut Romain, bienvenue dans le podcast La Santé par Nature. Merci de t'être déplacé jusqu'à chez moi pour enregistrer cet épisode. Mais c'est un plaisir. Donc c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque t'es pas n'importe quel invité, on se connaît depuis une trentaine d'années. Et t'as même été parolier pour des chansons que j'ai chantées par le passé. Puisque toi tu es féru d'écriture. C'est vrai. Et tu es également toi-même passionné de musique. Donc aujourd'hui on va parler de toi, on va parler également de Floram, dont tu es le PDG. Et avant toute chose, est-ce que tu aurais envie de te présenter et de nous parler de ton parcours assez atypique ? Alors c'est vrai, cher ami, qu'on se connaît depuis vraiment très longtemps. Qu'on a passé pas mal de temps ensemble à jouer, à écouter de la musique, à faire tout un tas de choses que les adolescents font parfois, enfin faisaient en tout cas lorsque nous étions plus jeunes et qu'on continue à faire d'ailleurs beaucoup. Et comme toi, j'ai un parcours un peu atypique, c'est vrai, puisque j'ai exercé une première profession et ensuite une seconde profession qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. J'ai d'abord fait des études de droit qui m'ont vraiment passionné, alors même qu'au lycée, j'étais plutôt passionné par ce qui était en rapport avec la littérature et la philosophie. Et le droit, ça a été une révélation par certains aspects, et en particulier le droit pénal. Et par la suite, je suis devenu assez rapidement avocat et avocat pénaliste. Et très rapidement, j'ai plaidé, comme je le souhaitais, devant les juridictions répressives, comme on dit, donc c'est-à-dire le tribunal correctionnel et puis les cours d'assises. Très vite, je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'à 27 ans, j'ai plaidé mes premières assises. Donc c'est allé très vite de ce point de vue-là. Et alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les exercices d'éloquence et ce genre de choses, j'ai été secrétaire de la conférence à 30 ans, et ce qui ne me rajeunit pas non plus. Et donc, c'était en 2008. Alors, j'étais déjà pénaliste à l'époque et je m'occupais déjà d'un certain nombre d'affaires qui étaient importantes pour moi et qui, pour certaines d'entre elles, avaient un petit retentissement médiatique. Et devenir secrétaire de la conférence, ça m'a permis de me faire plein de nouveaux amis, un peu partout
un peu partout en France et dans le monde, d'avoir certains types de clients que j'avais pas nécessairement, et puis aussi d'avoir un petit peu de réassurance narcissique, et puis aussi de faire des discours au Châtelet, d'avoir l'impression d'être intermittent du spectacle presque pendant un peu plus d'1 an. Donc c'était une expérience très agréable, mais en tant que pénaliste au quotidien, c'est quand même beaucoup aller en prison, beaucoup discuter avec des policiers, des magistrats, des avocats, beaucoup se battre, ce qui est une chose que j'aime encore bien faire sous d'autres formes. Mais je me suis dit, en rencontrant mes illustres confrères, qui d'ailleurs pour certains viennent de quitter le barreau ou la vie récemment, la presse en a beaucoup parlé, eh bien je me suis dit que j'aurais pas nécessairement envie de faire ça toute ma vie. Par exemple, un avocat très célèbre, Jean-Yves Guénard, ou un autre qui s'appelle Pierre Haïk, que j'ai très bien connu pour l'un, un peu connu pour l'autre, eh bien je me suis dit que j'avais pas nécessairement toute ma vie envie de quitter les gâteaux du dimanche pour aller défendre au dernier moment un trafiquant de stupéfiants qui me sonne comme on sonne n'importe quel prestataire de service. Disons que j'aurais peut-être été plus heureux en étant avocat dans les années 20, quand on prenait son temps, quand on allait vous. Les années 1920. 1920, ouais. Quand on prenait le temps, quand un voyage pour aller dans un barreau extérieur, c'était vraiment un grand voyage. On allait se présenter au bâtonnier, on laissait sa carte, on dînait le soir. Tout était très familial, voilà. Cette dimension-là, un peu comme un médecin de famille, l'avocat de famille, c'était quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. Et oui, alors c'est pas à toi que je vais apprendre que le médecin de famille, c'est plus exactement ce que ça a été, même si on a gagné en performance sur la dimension donnée, mais on a peut-être un peu perdu en performance sur l'écoute. Pour les avocats, l'écoute mutuelle entre le client et son avocat, disons que le rapport a évolué parce qu'il y a aussi des distorsions de codes culturels qui sont de plus en plus importantes. Voilà. En toute hypothèse, je me suis dit que je ne serais pas avocat toute ma vie. Et dans ma famille, tu vois, j'enchaîne direct. Très bien. Voilà. Dans ma famille, on s'occupait plutôt de cosmétiques naturels et de cosmétiques biologiques et d'aromathérapie, puisque mon père a été quand même un des pionniers de la cosmétique végétale dans un premier temps, et puis ensuite de la cosmétique naturelle, vraiment naturelle, à l'époque où il n'existait pas encore de certification, puis de l'aromathérapie biologique, puis de la cosmétique biologique. C'est vrai que nous, on est un petit peu une famille qui est née dans les bulles de savon et puis les crèmes, hein. T'en as été témoin. Tout à fait. Et j'avais toujours dit que je pensais avoir une seconde vie professionnelle. Et à un moment, il y a eu des difficultés dans la société dont je m'occupe aujourd'hui, donc qui s'appelle Floram, qui est un peu connue des gens qui aiment l'aromathérapie et surtout l'aromathérapie biologique. Et objectivement, l'aromathérapie biologique avec un souci de la qualité quand même très poussé, voilà. Ce qui est quasiment un sacerdoce. Et donc je suis passé d'ailleurs d'un sacerdoce à l'autre, d'une vocation à l'autre, assez rapidement. Il y a maintenant un peu plus de 15 ans, étant précisé que je vais en avoir 47. Voilà. Donc voilà un peu mon parcours. Changement de vie et en même temps... pas mal d'engagement dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit assez vite que il faut défendre ses engagements quand on est très proche de l'agriculture biologique et de la cosmétique biologique. On s'aperçoit qu'on nous met beaucoup de bâtons dans les roues aussi. Et il y a beaucoup de gens à défendre. Voilà. Ok, génial. On aura l'occasion d'en parler. Ouais. En termes d'historique de Floram, en fait, depuis quand est-ce qu'elle existe cette entreprise ? Alors Floram, ça a été créé... Floram, le nom Floram... Enfin, l'entreprise Floram, elle a été créée en 1990, mais elle est elle-même héritière d'une parfumerie artisanale qui est un petit peu plus ancienne. En gros, le projet Floram, ça démarre dans les années 90.
Et nous, on rachète cette société qui est toute petite à l'époque avec ma famille. J'étais pas encore avocat à l'époque, mais je me suis occupé du rachat et des dossiers avec les banques, parce qu'on s'est beaucoup endetté à l'époque pour faire ça. On continue à beaucoup s'endetter pour faire d'autres choses dans ce secteur d'activité, mais on l'a racheté, je crois en 98, quelque chose comme ça. Je veux pas dire de bêtises, mais dans ces eaux-là, voilà. Et en fait, l'objectif affiché du rachat de Floram, c'était de développer la dimension cosmétique à partir des matières premières naturelles. C'est-à-dire que le référentiel de la cosmétique biologique avait pas encore été créé, et Floram en fait a participé avec quelques autres sociétés et avec un directeur scientifique qui était le directeur scientifique de Floram, a participé à la création de ce référentiel de la cosmétique biologique. Alors tout ça paraît assez abstrait. D'un point de vue concret, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que quand on mélange des huiles végétales et des huiles essentielles, très rapidement ça fait une huile de massage, c'est déjà un cosmétique. Ça peut être un cosmétique qui est 100% issu de l'agriculture biologique, et ça peut être un cosmétique qui lui-même fait l'objet d'une certification additionnelle qui est celle de la cosmétique biologique. Quand on mélange de l'eau florale avec des huiles essentielles et de l'alcool bio de lavande par exemple, comme nous on le fait, ça fait très rapidement des parfums. Ça c'est les parfums qu'on faisait globalement, alors c'est schématique ce que je veux dire, mais globalement avant la pétrochimie, avant la chimie lourde. C'est comme ça qu'on fabrique, d'ailleurs le mot alambic vient du fond des âges. Il y a une discussion à ce sujet. Est-ce que c'est un mot d'origine mésopotamienne passé par l'Égypte, ou est-ce que c'est un mot purement égyptien? Bref. Bon, ça c'est pour un autre podcast. C'est pour un autre podcast, voilà. Pardon. Ouais, je m'égare. C'est le côté digression. Mais en toute hypothèse, l'idée de Floram, c'était de développer l'aromathérapie biologique au sens large, de la populariser et de garder ce niveau d'exigence, et avec les quelques sociétés qui à l'époque, comme Sanoflore à l'époque, ou comme quelques autres, bon il n'y en avait pas beaucoup, hein, qui avaient des carnets de distillation, qui connaissaient la distillation de l'agriculture biologique, qui étaient capables de savoir quel terroir, quelle huile essentielle, tout ça, donc garder ce savoir-faire de l'efficacité pure et simple de l'ingrédient tout simplement, et de créer des produits un petit peu plus complexes, un petit peu plus prêts à l'usage, qui ont d'abord été donc des huiles de massage, et puis des parfums comme je te le disais, et puis au fur et à mesure évidemment des cosmétiques à efficacité prouvée. On a été les premiers à faire des tests d'usage et des tests cliniques pour en gros aller prouver que nos cosmétiques étaient au moins aussi efficaces que celui du conventionnel. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un peu relevé le gant, quoi. C'est là où je te disais que la dimension un peu bagarreuse, parce qu'il y a des engagements à tenir, et puis il y a eu beaucoup de... Il y avait déjà à l'époque, aujourd'hui on parle de bio-bashing, mais il y avait déjà à l'époque cette espèce de mythe, de bâton dans les roues donné par la cosmétique conventionnelle, qui visait à dire que la cosmétique biologique, déjà ça sentait pas bon, il y avait des problèmes de texture et tout ça, alors même que c'est assez amusant de voir, c'est assez piquant maintenant de voir qu'on met en gros l'ingrédient naturel, alors qu'en général c'est juste de la pétrochimie, c'est-à-dire que ou c'est de la synthèse, hein, voilà. La cosmétique conventionnelle, là où c'est tout à fait paradoxal et voire largement trompeur, c'est que régulièrement on a en très gros un ingrédient naturel, que ce soit par une image, que ce soit par une revendication, un écrit, du verbal, ou là en ce moment la grande spécialité c'est d'écrire bio en énorme, plus gros que la marque, et de n'avoir aucune certification, et d'avoir un extrait d'une huile essentielle bio par exemple. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un pouillème de bio avec bio écrit en énorme. Et donc c'est contre cette dimension trompeuse qu'on a décidé de continuer à utiliser l'efficacité des ingrédients purs et simples, et de créer une certification très exigeante. Et puis Floram, parce que on est plus exigeant que les exigeants, on a aujourd'hui encore cette signature d'avoir des pourcentages d'ingrédients d'origine biologique qui sont les plus élevés du marché, parce qu'on pense que la concentration, à bon escient,
est effectivement le gage de l'efficacité. Et non seulement on le dit, mais on essaye de le prouver. Et d'ailleurs on le prouve puisque les revendications qui sont indiquées sur nos packs, elles font toujours l'objet de tests d'efficacité, que ce soit clinique, d'usage et tout ça. Donc depuis le départ, en fait, on essaie de se confronter à ce discours trompeur qui existe dans la cosmétique conventionnelle. C'est là où je te dis que régulièrement, il faut continuer à être bagarreur sur ces sujets-là, c'est-à-dire être bagarreur en particulier en essayant de continuer à intégrer véritablement l'agriculture biologique à l'intérieur de la cosmétique et de créer des liens en fait entre cette petite industrie qu'est la cosmétique biologique et véritable lien avec l'agriculture, les agriculteurs en France et ailleurs. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles Floram est partenaire de beaucoup de projets qui sont en rapport avec la biodiversité, avec la réintroduction par exemple, d'amandes qu'on produit plus en Provence. Floram, c'est à Saint-Rémy-de-Provence. C'est d'ailleurs marqué fièrement sur les packaging. Et on produit quasiment plus d'amandes dans les parages. On ne produit plus d'amandes issues de l'agriculture biologique dans les parages, alors même que le calisson, les casseries d'amandes, tout ça, c'était une économie magnifique. Puis, par ailleurs, ça fait des fleurs qui sont superbes et qui annoncent le début du printemps en général. Eh bien, on est partenaire d'un champ expérimental dans lequel on met en culture des amandiers sans aucun intrant, voilà, sans pesticides, sans herbicides, évidemment sans insecticides, et avec uniquement des huiles essentielles et puis des petits asperceurs en argile. Et franchement, on obtient des résultats qui sont assez intéressants. Je crois que le problème de l'amande aussi, c'est l'eau, le besoin en eau. Oui. Enfin, nous, on a pas mal d'eau dans les parages, en réalité. D'accord, ok. On a pas mal d'eau parce qu'en fait, et d'ailleurs, les canalisations ont été créées de ces deux côtés des Alpilles, historiquement par les Romains. Et oui, il y a pas mal d'eau. Finalement, c'est plus vert que ce qu'on imagine, cette partie de la Provence. Pourquoi Saint-Rémy, d'ailleurs? Pourquoi est-ce que l'entreprise s'est installée à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Alpilles? Alors, en fait, nous, on est à côté d'un réservoir à plantes aromatiques qu'on visualise depuis les toits de l'usine. Alors, oui, que j'ai visité d'ailleurs, qui est extraordinaire. Oui, qui a une dimension spectaculaire, voire instagrammable. On a pas mal de nos clientes ou des partenaires influenceuses, comme on dit aujourd'hui, qui nous suivent, qui bombardent de photos l'outil industriel, parce que c'est vrai qu'il a été conçu et construit entièrement de manière écologique, avec une intégration complète dans le site. Même le chantier lui-même a été certifié bâtiment durable Méditerranée. Tous les jardins qui sont autour sont certifiés par la Ligue de protection des oiseaux. Enfin, c'est assez sympa. Et donc, pour en revenir à mon propos, du haut du toit, on voit le réservoir à plantes aromatiques qu'on utilise, qui sont les Alpilles, avec du thym, du romarin, de la ciste. Voilà, une des raisons pour lesquelles... et puis évidemment, on a même mis en culture, pas très loin d'ailleurs, dans la série, de l'hélicryse italienne. On utilise 3 différentes sortes d'hélicryse italienne qui évidemment sont sourcées, tracées et indiquées sur les étiquettes. Genre pareil, c'est intéressant aussi de donner cette information complète aux consommateurs, à nos clients, à nos fidèles. On utilise évidemment de l'hélicryse italienne corse, l'immortelle corse, c'est sûr. Depuis très longtemps, on se tape dans la main avec un agriculteur corse depuis un long moment. C'est parfois difficile d'ailleurs à obtenir. On a de l'hélicryse italienne qualité Provence qu'on a intégré dans un champ juste à côté de Saint-Rémy. Elle s'y sent très très bien. Et on a aussi, et je dois dire que j'adore le parfum, on a aussi une hélicryse italienne qui pousse sur les îles en Croatie. Alors après Dubrovnik, au large de Šibenik, il y a des îles, et sur ces îles, il y a quasiment que l'hélicryse italienne qui pousse à l'état naturel, et on a mis ça en culture avec Radoška, qui est notre partenaire sur cette partie-là. Ok, très bien, on y passe le bonjour. Ouais.
Elle parle pas bien français. Ah bon, d'accord. Bon. Donc vous, en fait, Floram, on peut dire que vous êtes vraiment spécialisé à la base dans les huiles essentielles. Tu parles de l'aromathérapie, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Oui, c'est vrai, je ne suis pas allé au départ de... Il y a aussi la lavande, qui est un de vos... Enfin, vous avez une déclinaison d'huile essentielle de lavande. Bien sûr. Est-ce qu'il y a de la lavande qui pousse à Saint-Rémy également ? Alors, au sens propre, on peut trouver un peu de lavande population dans le haut des Alpilles. Lavande population, ça veut dire la lavande qui pousse à l'état sauvage, quoi. C'est la lavande sauvage qui a des parfums qui peuvent être très différents d'ailleurs les uns des autres. La lavande population, c'est cette lavande que vous voyez souvent sur les bords des routes, qui pousse dans la rocaille en un seul brin, comme ça. Mais elle pousse, il faut qu'elle pousse en hauteur. Voilà. Donc pour la lavande, on a des partenaires qui sont pas très loin, qui font du lavandin. Donc c'est la variété clonale qui peut être utilisée. Mais nous, on a surtout des partenaires. Alors on est très connus pour la lavande fine et la lavande altitude. Et là, on est dans 2 endroits. Je veux pas dire exactement où parce que ça fait partie de certains secrets de fabrication, mais en fait les meilleures qualités, on les obtient pour une partie très près de Sceaux, près du plateau de Sceaux, mais à Sceaux il n'y a pas tant que ça de biologique de qualité, voilà. Et sinon en Haute-Provence, pas très très loin de Gap, voilà. Donc on a beaucoup de variétés de lavande, c'est vrai qu'on est très connu pour cette signature-là. Et la lavande, encore aujourd'hui, le petit flacon d'huile essentielle de lavande fine et de lavande altitude qu'on utilise, ça fait partie de nos best-sellers, comme on dit. Pas mal l'hélicryse aussi, et le titri, alors qui lui vient de très loin. L'arbre à thé. Exactement. Alors je précise une chose quand même, oui j'aurais dû dire les choses, mais comme on se connaît, je suis pas suffisamment en mode professionnel. Floram, ça veut dire l'âme des fleurs, tout simplement parce que l'huile essentielle c'est un peu l'âme des fleurs, ça se distille comme on distille de l'alcool d'ailleurs, ça devient un spiritueux, l'esprit de vin et l'esprit des fleurs c'est la même chose, donc Floram c'est l'âme des fleurs. Et c'est assez logique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Floram est toujours... Alors moi j'aime bien les symboles. Floram est toujours écrit en cuivré. Saint-Rémy de Provence est toujours écrit en cuivré. Et aux huiles essentielles bio est toujours écrit en cuivré pour rappeler l'alambic en cuivre dont nous disposons d'une collection assez significative. Oui, que j'ai pu voir d'ailleurs. Oui, en partie, parce qu'elle est colossale en fait cette collection. Ouais. Et en 2 mots, comment est-ce qu'on fabrique une huile essentielle ? Ah, c'est très simple. L'huile essentielle au sens strict, ça se fabrique avec le solvant le plus naturel qui soit, le solvant universel, comme disent certains scientifiques, c'est l'eau. L'eau, c'est le solvant universel, on oublie de le dire. C'est là une des raisons pour lesquelles les océans sont salés. Et c'est une des raisons pour lesquelles on utilise l'eau et le savon. C'est juste un accélérateur de cette manière-là. Donc le solvant universel présente encore d'autres qualités lorsqu'il est donc l'eau, lorsqu'elle est transformée à l'état de vapeur. Et l'huile essentielle, c'est le résultat de la vapeur d'eau qui traverse des végétaux. Et c'est au moment où l'eau traverse ces végétaux, une catégorie de molécules qui s'appelle les molécules aromatiques précisément, une catégorie de molécules va être emportée avec ce flux de vapeur. Cette vapeur va se refroidir ensuite. Ça va être d'un côté ce qu'on appelle l'eau florale, c'est-à-dire cette eau parfumée avec des molécules parfumantes et un peu d'huile essentielle solubilisée. Et au-dessus va flotter ce qu'il y a de plus léger, de plus volatile qu'est l'huile essentielle. Et cette huile essentielle, c'est un concentré de molécules aromatiques qui vient directement de cette catégorie d'ingrédients que sont justement les plantes aromatiques. Ça, c'est l'huile essentielle au sens strict. Et dans la catégorie huile essentielle, il y a 2 catégories. Il y a les huiles essentielles et il y a les essences. Les essences, ce sont en général l'expression de fruits aromatiques. Voilà.
Donc l'expression, ça veut dire l'expression à froid, c'est-à-dire on presse concrètement des écorces d'orange par exemple, des écorces de bergamote, de cédra ou souvent d'agrumes, le plus souvent d'agrumes, et en pressant on obtient de la même manière un composé aromatique très très concentré qui s'appelle l'essence et qui est regroupé dans la catégorie huile essentielle au sens large. Ok, merci beaucoup pour cette petite précision. Et après, en fait, du coup, votre spécialité, c'est aussi de décliner un peu ces huiles essentielles à l'intérieur d'autres produits. Par exemple, des mélanges pour diffusion dans l'air, des huiles de massage, comme tu disais tout à l'heure, des sprays purifiants. Bien sûr. Même de l'anti-moustique. Alors, vous avez un produit qui est l'anti-moustique. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles dedans? Bien sûr, bien sûr. En fait, à l'état naturel, on connaît tous la citronnelle parce que... Alors maintenant, on la connaît pour de mauvaises raisons. Moi, j'aime bien la citronnelle dans la cuisine. Mais en général, la citronnelle, elle est là pour... le parfum de citronnelle est utilisé par la chimie conventionnelle pour masquer ou pour accréditer l'idée que c'est un répulsif anti-moustique, alors qu'à l'intérieur, ce sont des composés chimiques souvent très polluants et parfois dangereux qui repoussent les moustiques. Maintenant, dans la citronnelle, il y a une petite partie, une petite fraction, mais qui est en faible quantité, qui est répulsive. Mais nous, ce qu'on utilise, c'est du géranium, et à l'intérieur du géranium, alors le géranium Bourbon, donc qui vient des îles Bourbon, donc en fait qui vient en général pour nous de Madagascar, enfin pour nous tout le temps de Madagascar et en général de Madagascar, mais ça peut être un peu plus large. Et donc il y a, outre le parfum du géranium, donc qui ressemble beaucoup à celui de la rose, qui est utilisé souvent comme substitut de la rose, parce que l'huile essentielle de rose c'est très très cher. Moi j'adore le géranium par ailleurs, le parfum du géranium. Et ça contient du géraniol, et le géraniol c'est un composé répulsif anti-moustique qui est utilisé par nous et par d'autres. Voilà. Après, on a une particularité, nous, c'est que on utilise en fait le géraniol et évidemment le géranium et les autres composés qui ne sont pas nécessairement reconnus. Alors là, ça devient technique, mais on nous fixe beaucoup de contraintes. La DGCCRF nous fixe beaucoup de contraintes. On n'a pas le droit de dire répulsif anti-moustique si on n'utilise pas un des répulsifs qui est un des répulsifs reconnus. Voilà. Chimique. Soit ça peut être issu du naturel comme le géraniol, mais ça peut être un composé vraiment sale comme les autres. Voilà. Donc nous, on utilise le géraniol contenu dans le géranium. Ok. Est-ce que tu aurais, pour les personnes qui nous écoutent, un conseil d'utilisation d'une huile essentielle que tu aimes bien pour le bien-être? Alors, j'utilise... on parlait des crises italiennes, on parlait d'Immortel. Ça fait... Alors, il y en a pas une que j'utilise plus que celle-là. Je sais pas si j'ai encore des... Non, ça se voit pas, mais j'ai tout le temps des bleus, parce que je suis beaucoup en train de pratiquer des sports parfois un petit peu brutaux. Et contre les bleus, là je pense que j'apprendrai pas grand-chose à ceux qui connaissent bien l'aromathérapie. Les licrises italiennes, c'est vraiment la perfection. Voilà, ça marche très très bien. Les bleus, les bosses et dans certaines circonstances des cicatrices, c'est vraiment l'idéal. Et ça, j'utilise beaucoup parce que je suis parfois pas très adroit, mais surtout, je suis tout le temps en train de pratiquer des sports où on se cogne. Voilà. Ok, d'accord, merci. Alors juste pour les personnes qui nous écoutent, je pense que les gens le savent, mais c'est conseillé de ne pas utiliser en grosse quantité les huiles essentielles pures, parce que c'est quand même très puissant. Donc soit une ou deux gouttes, soit les mélanger dans de l'huile végétale par exemple. Bien sûr, surtout les mélanger dans l'huile végétale, 90%, dans 99% des cas, il vaut mieux les mélanger. Il y a quelques exceptions à ces usages-là, mais les huiles essentielles, je suis d'accord avec toi, c'est parce que c'est très puissant que c'est très utile. C'est parce que les molécules qui sont présentes à l'intérieur des huiles essentielles sont d'une grande puissance qu'elles ont engendré beaucoup d'usages qui eux-mêmes ont été détournés et ont été utilisés par la chimie conventionnelle et ensuite par la synthèse.
Donc avoir des huiles essentielles et en consommer, il faut en consommer bien, c'est-à-dire dans 99% des cas, dans des usages dilués. En diffusion, c'est un petit peu différent, bien sûr, mais quand c'est en contact direct avec la peau, il y a quelques fois où ça peut s'utiliser pur avec 1 ou 2 gouttes, mais en général, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir de toute façon une huile végétale sous la main. Ça peut être assez varié pour les huiles végétales. Après, on peut faire des synergies, on peut s'amuser, mais même si on est dans une difficulté, par exemple, on vient de se faire piquer par un moustique, et ça gratte, un tigre par exemple, au hasard, et ça gratte vraiment beaucoup, la lavande aspic et de l'huile de tournesol qu'on a dans son évier, enfin en dessous de son évier, c'est très utile. Voilà. Ouais. Et donc, moi, ce qui me plaît aussi dans tout ce que tu dis, c'est que l'engagement que vous avez envers le bio, c'est bon pour la santé des humains, et c'est bon pour la santé de la planète, c'est bon pour tout le monde en fait. Donc c'est assez nécessaire pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et toi, tu t'engages aussi dans la défense de l'agriculture bio de manière un peu plus personnelle, puisque tu es président d'un comité de défense de la bio, c'est ça? Alors, je suis dans beaucoup d'associations différentes sur cette partie-là. Ce qui m'a d'ailleurs permis, je le dis au passage par rapport à mon ancienne vie, les avocats et les journalistes parlent beaucoup des lobbies, en parlent vraiment beaucoup, et puis aiment bien lire les bonnes pages de ce qui se dit en coulisses, que ce soit dans des journaux d'information ou 1 ou 2 journaux satiriques qu'on connaît bien, pour essayer de comprendre véritablement ce qui se passe. Et moi, ces lobbies, je dois dire que je ne les rencontrais jamais, parce que j'avais une activité différente aussi. Et d'un seul coup, ce qui a été vraiment saisissant pour moi, c'est de les avoir en face. Et de les avoir en face pour la partie pétrole, pour la partie pétrochimie, pour la partie cosmétique, pour la partie pharmacie. J'ai vraiment eu l'occasion de les rencontrer. Alors, je pourrais expliquer les circonstances, mais ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est la vitesse à laquelle on a des lobbyistes qui s'invitent dans les réunions. Ça, c'est très très impressionnant. Un petit colloque organisé, par exemple, par Corinne Lepage, à son cabinet au sujet de la transition écologique, bim, tout de suite. Deux lobbyistes sont là et partagent des petits fours. Tu parles de lobbyistes de quel secteur? Là, en l'occurrence, c'était vraiment le nucléaire. Voilà. Mais ça peut arriver aussi, et ça arrive tout le temps dans la cosmétique conventionnelle, ça arrive tout le temps aussi dans l'agriculture conventionnelle pour défendre en ce moment, l'actualité, il suffit de regarder, pour défendre les pesticides. Ça, c'est très très impressionnant de voir les choses. Et l'effet qui est utilisé dans 90% des cas, en termes de médias, on connaît peut-être, on a tous entendu parler des effets, je sais pas, enfin pour certains d'entre nous, des effets Barbara Streisand ou de ce type d'effet. C'est quoi l'effet Barbara? Alors l'effet Barbara Streisand, c'est plus on se défend, plus on donne de résonance médiatique à quelque chose qu'on cherche à combattre. Voilà. Donc c'était l'histoire de la propriété privée de Barbara Streisand. Elle avait attaqué pour atteinte à la vie privée, et puis finalement personne ne savait où elle habitait et personne n'avait des photos de sa propriété privée. Elle voulait absolument les faire interdire, et du coup tout le monde les diffusait, et puis ça a donné une ampleur énorme à l'affaire. C'est pour ça que il y a tout un tas de procédures bâillons qui existent aussi. Finalement on se défend plus parce qu'on sait que si on se défend trop, on va quelque part nuire à la cause qu'on défend. C'est terrible, hein. C'est pour ça que avoir affaire à des lobbies puissants, il faut vraiment être malin. Donc pour en revenir à ce que je disais, ce qu'il se passe très régulièrement dans l'agriculture biologique ou dans la cosmétique biologique, c'est que un journal défendant soi-disant la consommation va aller faire des prélèvements sur, prenons des fruits et légumes, quelque chose que tout le monde connaît, va aller dans un magasin bio et découvrir qu'il existe des traces de pesticides
à l'état de trace, dans une salade ou une carotte. Et va taire le fait que dans le magasin conventionnel d'à côté, et c'est systématique, il existe des pesticides non pas à l'état de trace, mais dans des quantités qui sont folles, avec des pesticides qui régulièrement sont des pesticides interdits depuis les années 70. J'invite les auditeurs à regarder ce qui se passe avec les salades sous vide. Et s'apercevoir que en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment cet effet de on montre la lune, mais on ne regarde que le doigt. Et ça, c'est un effet qui est utilisé beaucoup par l'agriculture conventionnelle et d'autres lobbies, auxquels nous, on est confrontés en permanence. Donc on va pointer un dysfonctionnement qui en fait est créé par ailleurs par le conventionnel. C'est-à-dire que s'il existe dans l'agriculture biologique des traces de pesticides, c'est bien parce qu'il existe une agriculture conventionnelle. C'est là où c'est tout à fait paradoxal. C'est comme pour l'histoire des PFAS. Je ne sais pas si la totalité de tes auditeurs s'intéressent à ces sujets-là, mais le fait qu'on ait des polluants éternels dans les cours d'eau, c'est bien parce que il y a de la chimie lourde qui relargue des PFAS. C'est absolument pas... Et parfois, on peut en trouver à l'état de trace à l'intérieur de certains de nos produits. Mais ils sont jamais utilisés de manière intentionnelle et ils ne sont jamais créés par nos industries et par notre agriculture. Jamais. Alors que la plus grande marque de cosmétiques en France vient de lancer une ligne de maquillage et il y a 3 produits sur 10 qui ont des PFAS intentionnels à l'intérieur de ces produits. C'est absolument incroyable. C'est un désastre, mais personne n'en parle. Parce qu'il y a cette dimension non seulement de lobby, mais de poids économique des annonceurs aussi. Ça fait partie de ces choses qu'on oublie totalement, mais quand vous ouvrez un magazine féminin, il y a 2 types d'annonceurs, et il y a des annonceurs très puissants à l'intérieur de ça. Et donc, si on fait un peu de mauvaise publicité à un grand groupe de cosmétiques ou à un grand groupe de mode, qui sont globalement les 2 annonceurs, c'est terminé pour avoir une mention, c'est terminé pour avoir une publication, c'est terminé pour avoir une page de pub. Donc, on est un petit peu contraint par ces logiques-là aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je me retrouve à nouveau dans une situation dans laquelle je suis obligé d'être le grain de sable. Voilà, le grain de sable. Oui, il y a une sorte de bio-bashing, comme on dit, parce que c'est le petit pousset un petit peu, et il est facile à attaquer. Très facile. Par les gros. Donc vous, du coup, toi déjà, tu t'engages un peu pour cette cause, et puis Floram aussi, puisque après le côté préservation de l'environnement, plutôt, on va dire, c'est quand même une de vos marques de fabrique aussi. Tout à fait. C'est comme ça que vous communiquez beaucoup dessus. Nos process de fabrication aussi. Ouais. Ça fait partie des choses qu'on essaye d'oublier, mais en fait, on aurait trop de choses à dire. C'est comme tu me dis de quelle association tu fais partie. Je fais partie de, objectivement, trop d'associations environnementales. Mais nous, on essaye de... c'est juste une petite aparté. Ce qu'on essaye de faire du côté de Floram, c'est de faire en sorte que on ait simplement de la confiance et du plaisir du côté du consommateur. Ce qu'on fait derrière pour l'environnement, d'abord, c'est long à expliquer. Et ensuite, on a tous des préoccupations très différentes et on ne peut pas être expert de tout. Moi, quand je vais acheter une voiture, j'y comprends rien. J'aime beaucoup le design, attention, j'aime beaucoup les jolis. Je trouve que ça fait partie des belles, qu'elles soient électriques ou thermiques, ou vintage ou contemporaines. Je trouve que c'est un objet d'art absolument incroyable si on y réfléchit, comme les carrosses d'ailleurs. Donc ça représente quelque chose d'affreux par certains aspects, mais dans le dessin, dans le graphisme, c'est pas mal. En toute hypothèse, je ne comprends rien à ce qui se passe à l'intérieur du moteur. Ah si, vaguement, chimiquement, l'explosion, blabla, mais eh bien, je pense que le consommateur qui va acheter, le client Floram qui va acheter sur une étagère dans un magasin bio ou en pharmacie nos produits,
De la même manière, je pense qu'il peut pas être expert comme nous. Il peut pas savoir à quelle altitude pousse la lavande. Il peut pas savoir plein de choses. Et c'est pas possible. Donc il faut qu'il fasse confiance à quelque chose. Peut-être un label, vraisemblablement une marque. Et faisant confiance à cette marque, on essaye de s'adresser uniquement à la dimension confiance et plaisir. La dimension environnementale, elle est plus altruiste. Mais nous, on essaye quelque part de faire appel à cette dimension égoïste et hédoniste, à charge pour nous de avoir les engagements et avoir la réassurance. En fait, la dimension d'entreprise citoyenne dont on nous a un peu rebattu les oreilles, ou entreprise à mission, entreprise à vocation, nous on est effectivement une entreprise multilabellisée, multicertifiée, c'est vrai, mais si on devait afficher tout ce qu'on fait, ce serait nos produits ressembleraient à une publicité. Oui, c'est dans votre ADN, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça va plus loin que juste ce que vous montrez, ce que vous présentez. Mais c'est vrai que si on arrive à transformer un devoir en plaisir, ou inversement, là, on aura réussi notre mission. C'est vrai que quand même être peut-être un peu moins moche, sentir bon, être propre, être en bonne santé. Si ça se fait autrement que dans la douleur, je trouve que c'est sympathique, d'abord. Et ensuite, si en plus ça participe à cette dimension générale, d'intérêt général, comme on dirait dans d'autres circonstances, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Il y a des marques, alors de produits de beauté, de produits de bien-être, comme de produits de grande consommation, qui inventent des labels. Bien sûr. Donc tout le temps. Qui sont avec le mot éco ou quelque chose. Enfin, vraiment, il y a tout un business comme ça du label, on va dire. Comment est-ce que vous arrivez à combattre ça et à prouver que vous les labels qui vous certifient sont les bons vis-à-vis du consommateur? Eh bien, franchement, on n'y arrive pas bien. Je suis désolé de le dire. On a avancé ces dernières années. On a fait des belles choses. Il y a des projets qui ont vraiment pris une certaine ampleur, mais on le fait pas bien. On le fait pas assez bien. On n'y arrive pas assez bien. On n'est pas suffisamment aidé, à mon avis. D'ailleurs, par le système, par le gouvernement en particulier, dans une certaine mesure par la pression de la globalisation, de la mondialisation, peu importe comment on dit. On n'y arrive pas assez bien. On y arrive quand même, mais on n'y arrive pas assez bien. On n'y arrive pas assez bien pour des raisons qui sont des raisons assez fondamentales. C'est-à-dire que, par exemple, et c'est pas un naturopathe que je vais l'expliquer, mais c'est assez facile de dire naturel et c'est très difficile de dire biologique. Simplement dire naturel, les amanites phalloïdes et le pétrole, c'est naturel. Encore une fois, je parlais d'Égypte tout à l'heure, le venin de serpent, Cléopâtre, que selon la légende, elle est morte de manière tout à fait naturelle. Des aspics qui la piquent, pour ceux qui connaissent pas la chose, tout à fait naturel. La nature, c'est pas un gage de sécurité absolue en soi. Et pourtant, pour nous tous, c'est notre mère nature et c'est la valeur la plus positive qui soit. Donc l'aspirine, la vitamine C, mais aussi ce qu'il y a de pire, c'est tout à fait naturel. Donc le premier contre-feu qui a été adopté par le conventionnel, ça a été de mettre en avant la naturalité de choses qui sont très faciles aussi. L'eau, c'est naturel, mais c'est pas bio. Ce qu'on nous reproche d'ailleurs très régulièrement. Ah oui, voilà. Donc il y a cette dimension-là. Ensuite, il y a toute la partie des fausses certifications ou des certifications qui sont bidons ou peu exigeantes. Ça a été la deuxième salve. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'encore plus trompeur, contre lequel d'ailleurs je me suis... Alors, si ça intéresse des personnes, vous allez avoir l'occasion de voir que la norme ISO 16128 est un véritable scandale, je l'ai dit plein de fois, et ça continue à l'être. En fait, on peut dire qu'un produit cosmétique est naturel s'il a 95% d'ingrédients d'origine naturelle, mais quelle nature, quelle déclaration, quel niveau de certification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de police pour le dire, il suffit juste de le dire, enfin il n'y a pas de police pour le vérifier, et ensuite, dans les 5% restants, on met ce qu'on veut.
si on veut mettre du parabène, du phénoxyéthanol ou quoi que ce soit, c'est-à-dire en gros, ce que personne ne veut avoir dans ses produits cosmétiques, même le consommateur de base, eh ben on peut le faire, on peut dire que c'est tout à fait naturel. Donc la réalité, effectivement, c'est qu'il n'y a pas 15 000 certifications qui sont tout simplement des vraies certifications. C'est-à-dire qu'il va y avoir, justement je parlais de police, qu'il va y avoir une police de la certification qui débarque à n'importe quel moment et au moins une fois par an et qui va vérifier la totalité de ce qui se passe à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement. Et il n'y a pas 15 000 labels qui sont exigeants non plus. Et il n'y a pas 15 000 sociétés qui vont, comme nous, bien au-delà de ces certifications. Maintenant, tout ça, une nouvelle fois, est difficile à faire comprendre. Il y a des gens qui ont une sensibilité particulière qui arrivent à sentir la chose, mais parfois juste d'un point de vue organoleptique, comme on dit pompeusement. C'est-à-dire qui vont sentir la différence entre une huile essentielle Floram et une autre. C'est très difficile pour certaines personnes, mais en fait, il y a une vraie signature olfactive, il y a une vraie signature organoleptique, et qui vont le sentir aussi dans les produits. Et puis il y a toute une partie des gens que ça n'intéresse finalement pas tellement, et qui vont voir que c'est naturel. Quelle nature, ça leur suffit, et c'est en général faussement naturel, comme je viens de te l'expliquer. Ça fait penser à un truc. L'autre jour, je regardais un peu tu sais, j'habite en Bretagne à moitié, et il y a une spécialité bretonne culinaire qui s'appelle le Kiafars, qui est une sorte de pot-au-feu breton. Et il y a un sac végétal qui est utilisé pour faire cuire une partie des ingrédients. Et je regardais sur Internet pour en acheter un. Et il y avait un vendeur qui marquait, qui avait pignon sur rue, nylon bio. Donc le nylon, c'est issu du pétrole. Et bon alors oui, on peut dire effectivement, il n'y a pas eu de pesticides, donc c'est bio parce qu'il n'y a pas eu de pesticides pour exploiter le pétrole. Tout à fait bio. Mais en fait, il n'y a pas d'organisme qui contrôle ça, c'est totalement interdit. Ah non, mais là par exemple, nylon bio, la DGCCRF. D'accord, il y a quand même des contrôles. Ah bien sûr. Il y a des contrôles, mais en fait on s'attaque aux sociétés d'une certaine taille. Il faut être quand même un petit peu sorti. Par exemple, quand tu vas sur un marché, le nombre d'allégations fausses qu'on retrouve, on se dit le petit marché, c'est sympathique. Surtout en Provence. En Provence et ailleurs. L'histoire avec les savons, c'est incroyable. Le miel. Mais c'est incroyable. Le miel, mais attends, les huiles essentielles qui sont soi-disant bio, mais qui n'ont jamais vu un certificat et qui sont coupées. Donc il faut, pour se faire contrôler une certaine taille, et pour se faire contrôler très souvent comme nous, sans jamais être condamné, il faut aussi avoir une certaine taille et être dans les radars du conventionnel, si tu vois ce que je veux dire. Donc il y a beaucoup de contrôles, mais évidemment on n'attaque pas les petits. Mais c'est comme quand on voit, tu sais, même sur la question de conservation des ingrédients naturels, il y a quand même encore plein de marchés sur lesquels la chaîne du froid est tout simplement inexistante. Et au regard de la réglementation, après on en pense comme on veut, mais au regard de la réglementation, c'est tout à fait illicite. Bon, vous avez une gamme hyper étendue. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir sur votre site, mais des produits d'hygiène, du gel douche, des savons, des shampoings, des crèmes de beauté. Moi j'aime bien le gel d'aloe vera. Je l'utilise tous les jours. Pareil, on a une qualité un peu signée sur ces sujets-là. Ouais. Et puis même, c'est vrai que Floram aussi, c'est pas pour vous faire de la publicité, mais j'aime bien vos mais si, vas-y, vos packaging. Je trouve qu'il y a une vraie... vous prenez la tête sur le packaging, sur le graphisme, etc. Ça, c'est aussi agréable. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Où est-ce que vous êtes? Dans quel point de vente vous êtes? Alors... Nous, on est dans notre propre boutique à Saint-Rémy-de-Provence, quand même, qui est maintenant, qui est un peu spectaculaire, qui est un peu le QG, le flagship, comme on dit aujourd'hui, où on peut avoir toute l'expérience parce que on a des vendeuses et des praticiennes. Où on peut avoir des massages selon nos protocoles. Vous avez un salon de bien-être. Oui, oui.
Oui, c'est vraiment très grand, et puis c'est vraiment dans le cœur historique de Saint-Rémy. Par ailleurs, la boutique a des bonnes ondes. En la construisant, on a révélé des petits trésors qui étaient cachés, un puits médiéval maçonné, des plafonds à la française et tout ça. Enfin, c'est assez, franchement, c'est assez beau. Donc évidemment là, après tout le monde n'a pas les moyens de venir tout le temps à Saint-Rémy, ou ni le temps de venir tout le temps à Saint-Rémy. Ensuite, on est beaucoup présent dans les magasins bio, bien sûr. Ça, c'est historique. Et puis, on est aussi également pas mal présent en pharmacie. On a des points de vente. Alors en pharmacie, c'est beaucoup moins pour l'aromathérapie, c'est même quasiment pas pour l'aromathérapie, à part quelques points de vente historiques qui nous ont fait confiance, mais c'est beaucoup pour la cosmétique et l'hygiène beauté, comme on dit. Voilà. Mais donc pharmacie, magasin bio, beaucoup. Et puis sur internet, c'est assez facile. Ligne, hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Sur internet, on a notre e-shop avec notre petit programme de fidélité qui avance bien, et puis on essaye de créer toujours aussi un lien un peu personnel. Oui, on fait partie aussi des boîtes c'est quasiment ça va peut-être paraître étrange à certaines personnes, surtout aujourd'hui, impossible d'avoir quelqu'un au téléphone, mais on fait partie des sociétés où je mets un point d'honneur à ce que personnellement quelqu'un réponde quand on appelle. Alors si on appelle tous en même temps, ça répondra peut-être pas, mais on peut appeler, on a un doute, on veut un conseil, il y a toujours quelqu'un qui répond et qui est dédié à ce lien spécifique de la vente à distance. Voilà. Donc même là, on essaye d'avoir une signature un peu personnelle, d'avoir au moment où tout est intelligence artificielle, de garder un peu d'intelligence naturelle. Voilà. Vous faites appel à des naturopathes parfois? Oui, bien sûr, on fait appel à des naturopathes. Après, nous, on a beaucoup fait appel et on continue d'ailleurs à faire appel à elle, à Fabienne Millet, qui était quand même une pharmacienne, une des rares pharmaciennes, il y en a quelques autres, hein, mais bon, elle était quand même très très capée sur ces sujets-là, avec une approche très rationnelle sur la partie aromathérapie. Et Fabienne, elle a écrit quelques ouvrages de référence, qu'on a d'ailleurs édité parfois aux éditions Floram, sur l'aromathérapie. Donc oui, on fait appel à elle. On fait appel aussi, on fait des partenariats aussi quand on peut avec des établissements de santé. En fait, peut-être que ça se conçoit dans ce que je dis, mais dans la dimension holistique, comme on dit aujourd'hui, moi je suis plutôt, et mes équipes sont plutôt des rationalistes, voire des scientifiques. Par exemple, au service marketing chez Floram, une des signatures un peu étonnantes, c'est que historiquement, on n'avait que des ingénieurs en biologie. Voilà. Cette signature scientifique, elle veut être le signe du fait que on est certes des gens avec des convictions, comme tu l'as compris, la dimension esthétique et de bien-être pour nous est extrêmement importante. En revanche, une nouvelle fois, on veut dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et prouver scientifiquement et d'un point de vue réglementaire et tout ça. Voilà. On veut pas... Moi, il y a des choses qui me choquent dans l'aromathérapie régulièrement, avec des gens qui racontent tout et n'importe quoi, qui prennent pas de précautions et qui, à mon avis, sont proches des charlatans. Nous, on essaie d'être exactement à l'opposé du spectre. Ok, c'est super. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu les projets de l'entreprise qui ne sont pas secrets? Alors, il y a pas mal de secrets quand même. Alors, nous, on est toujours à la recherche d'eau florale et d'huiles essentielles qui sont des huiles essentielles étonnantes. On a un catalogue qui est très large, donc il y a toujours des projets de cet ordre-là. Il y a toujours des projets de parfumage qui sont de cet ordre-là. Ma directrice administrative et financière, qui est devenue directrice générale,
adjointe, elle passe dans mon bureau tout le temps. Je suis tout le temps en train de vaporiser, d'essayer des choses, de regarder des parfums. Ça, c'est vraiment ma passion et le petit caractère régressif de mon activité. C'est le côté sympa du job aussi. Ouais, et puis c'est le côté... Oui, puis il y a vraiment ce côté un peu... Je le dis avec cette vraie dimension de plaisir, le côté régressif. C'est-à-dire que passer du temps à tester la texture de crème, vraiment utiliser son nez pendant longtemps pour savoir ce qu'on sent, ce qu'on ressent et tout ça, c'est vraiment la partie la plus... Enfin, c'est l'une des parties les plus agréables de mon job avec les voyages. Voilà. Ensuite, donc il y a toujours ça. C'est vrai que par exemple, on a été les premiers à sortir une eau florale d'Hélicrise italienne, j'en parlais. Tout le monde disait, c'est bizarre, ça a une odeur particulière, ça a une odeur très particulière, hein, mais contre la coupe rose et puis comme tonique puissant, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux, l'eau florale d'Hélicrise. Bon, après, à titre personnel, j'adore moi le parfum, mais c'est un peu clivant, faut reconnaître que c'est un peu clivant. Et donc on est sur des projets de cet ordre-là. On est aussi en train ça va sortir, donc je vais pouvoir le dire. Quand est-ce qu'il sort ce podcast? Il sort là très prochainement. D'accord. Donc on sort toute une gamme de shampoings et de sérums, toujours à efficacité prouvée, toujours avec un degré de technicité quand même un peu élevé, des sérums anti-chute, des choses comme ça. Et c'est vrai que dans notre gamme de produits, et par rapport à la concurrence, c'est très différenciant. Voilà. On sort aussi... il va y avoir pas mal de nouveautés en cosmétique. Ouais, il va y avoir pas mal de cosmétiques. Nous, on a un labo de fabrication. S'il y a une chose que j'ai pas dite, mais c'est vrai que ça va paraître évident quand je vais dire qu'on est une des seules boîtes au monde à faire pousser, à contrôler nos ingrédients, à les intégrer, à les mélanger, à fabriquer, à conditionner et ensuite aller jusqu'à la commercialisation. Il y a plein de gens qui vont trouver ça tout à fait normal. Maintenant, du côté de la cosmétique, en général, si vous regardez bien les marques, très 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 souvent, et très souvent dans les nouvelles marques, ce ne sont que des boîtes, au sens société, vides, à l'intérieur desquelles il n'y a que du marketing, qui ne formulent pas, qui ne fabriquent pas, qui ne font même pas leurs propres photos, qui font même pas leur propre style. En fait, ce sont des boîtes au sens purement marchand du terme. Du côté de Floram, ce qui est très particulier, et c'est pour ça aussi que on arrive à s'en sortir et à bien avancer malgré tout, du côté de Floram, on fait tout, mais même on fait... Alors, quand tu parlais du design, ça me fait toujours un peu plaisir, parce que comme tu sais, je dessine, et il y a une partie des designs qui me sont chers, et en toute hypothèse, qui sont faites à l'intérieur Nous, on n'a pas de prestataire extérieur sur ces sujets-là, zéro. Donc, on formule tout en interne, mais on fait tout le marketing en interne aussi. En fait, on fait tout. Voilà, on intègre tout. Donc, et cette capacité nous permet, surtout pour la partie formulation, et d'avoir des projets qui sont des projets parfois très lointains. C'est-à-dire que, par exemple, on va sortir une gamme vraiment très innovante en septembre, avec des revendications très différentes, des claims, comme on dit d'un point de vue marketing, et des formules très 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 innovantes, y compris dans l'aspect visuel et tout ça. C'est quand même quelque chose de, je pense, assez fort. Et c'est un projet, la première fois que j'ai vu les essais paillasses, comme on dit, c'est-à-dire les essais qui ont été faits directement dans le laboratoire, uniquement le laboratoire de formulation, pas le laboratoire d'industrialisation. Ces essais paillasses, moi, je les ai vus il y a 5 ans, et ça sort maintenant. Donc c'est... oui, ça fait partie des choses qu'on va faire. Maintenant, dans les projets... autres projets qui seraient pas directement liés à l'innovation, et c'est vrai que moi c'est ce qui ça fait partie des choses qui me branchent le plus. Il va y avoir des nouveaux points de vente en propre qu'on va ouvrir dans les quelques années à venir, voilà.
On te sent vraiment passionné par ce que tu fais. Oui, cette partie-là est vraiment passionnante. Est-ce que ton ancien métier d'avocat te manque ? Oui. Certains moments, j'ai des vraies nostalgies, mais là, c'est des questions presque de tempérament. Je pense que c'est un tempérament que par certains aspects, tu peux partager. Maintenant, là, je suis venu en vélo. Je suis passé pas très très loin du tout nouveau quartier où il y a le nouveau palais de justice. Ça me fait pas rêver. La tour de verre dans le 17e. Ouais. C'est moi vraiment ça me fait pas rêver. C'est vrai en revanche que j'aimais et j'aime toujours beaucoup le palais de justice, et comme j'étais vraiment un rat du palais de justice, avec tout le temps un rat ou un Batman, je vais essayer de me dire les choses, c'est-à-dire tout le temps en robe et très très souvent dans ce palais de justice, à Paris bien sûr, un peu ailleurs mais quand même, enfin un peu beaucoup ailleurs mais quand même très souvent à Paris. Oui voilà. Ouais. Et c'était incroyable parce que c'était un palais royal avec une histoire absolument folle, avec des accès. Moi j'ai assisté à des répétitions de concert à la Sainte-Chapelle en plein après-midi entre deux audiences. Je m'asseoir dans la Sainte-Chapelle avec moi et quelques musiciens, c'était extraordinaire. Je connais aussi, comme d'autres confrères, des passages secrets à l'intérieur de son ancien palais de justice. Autant te dire que quand je vois ce bloc de verre, je me dis que le temps de la justice que j'aimais est largement révolu. Donc c'est parfois peut-être un petit peu plus de l'ordre je pense, de la nostalgie pure que de la réalité. Mais c'est vrai que l'audience, le discours, le concert, tout ce qui se met un petit peu dans cette catégorie-là, encore une fois, tout autant de choses que tu connais très bien, ça fait partie des choses qui parfois me manquent. Il y a un autre truc qui me manque, mais c'est pareil, je crois que dans le nouveau palais de justice, c'est pas très sympa. C'est cette espèce de camaraderie, de confrérie, au sens strict, puisque les avocats, on s'appelle confrères, de confrérie dans le palais de justice. Il y a quand même de la rigolade, il y a quand même des situations incongrues, il y a énormément de tension, énormément de stress, mais partagé. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans mon métier, parce qu'aujourd'hui, je suis quand même entouré de plein de gens avec des qualités, des compétences très différentes. Après, c'est moi le patron. Je suis pas dans une confrérie où on est tous à égalité. Donc je peux pas rigoler autant que je l'ai fait dans le passé. Je peux pas partager exactement le même niveau de tension aussi, parce qu'on fait pas du tout que rigoler quand on est avocat. Mais je peux pas partager ce niveau de tension non plus qu'on connaît par exemple quand on fait un petit pool de défense ou des choses comme ça. Génial. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu aurais souhaité aborder ? Laisse-moi réfléchir. Non, je crois pas. Ça fait déjà beaucoup. J'ai déjà beaucoup parlé. Ouais. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur les huiles essentielles, par exemple ? Sur les huiles essentielles, moi, je reconnais encore une fois que je me fie beaucoup au livre de Fabienne Millet. C'est vraiment ma petite Bible. Et c'est vendu... Alors c'est vendu sur notre site internet, c'est vendu sur... Je dis ça, je touche pas de sous là-dessus. Mais, c'est utilisé dans les magasins. Mais moi, c'est vraiment à Fabienne, personnellement, que je fais le plus confiance. Ensuite... Dans les livres en rapport avec mon activité, je reconnais que le soir, je lis plutôt des livres de littérature générale. Je reste attaché à ces sujets-là. Je lis très très peu de la même manière que je lisais pas trop les faits divers quand j'étais avocat. Sauf quand mon nom était cité par pur ego. Mais je lis très peu de choses en rapport avec mon activité professionnelle le soir. Je lis de la littérature générale. Non, je vais m'arrêter là. Bon bah écoute, merci Romain d'avoir accepté mon invitation. C'était super chouette de t'avoir ici. Merci cher ami. Donc j'invite les personnes qui nous écoutent à se rendre sur le site de Floram pour en savoir plus sur vos produits. Si vous êtes dans la région de Saint-Rémy-de-Provence, n'hésitez pas à aller faire un tour à la boutique. Vous êtes ouvert tout l'été ?
Nous, on est ouvert même 7 jours sur 7. D'accord. Donc c'est... Après, le centre de soins est un peu pris d'assaut, donc c'est devenu difficile de se faire masser entre toutes les célébrités, comme tu le sais, qui viennent se faire masser à Saint-Rémy et chez nous en particulier. Mais oui, on est ouvert 7 jours sur 7 et c'est une amplitude d'ouverture très, très élevée. En pleine saison, il y a du monde pour vous accueillir. Voilà. Trop bien. Bah écoute, je te souhaite un bon retour en Provence. Bah merci. Et puis à bientôt. Prends bien soin de toi. À très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme ni Romain ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Donc rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.